BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Notre invité Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ici en studio. Yves Verrier, beaucoup de questions à voir avec vous. On va parler des différents plans sociaux qui s'annoncent, que ça soit avec des plans de départ volontaires ou pas, que ça soit dans le groupe Barrière, que ça soit chez Renault ou d'autres. Mais d'abord, un mot peut-être sur les vaccins. On le sent bien, le président de la République a mis la pression depuis ses vœux et il a laissé entendre ce week-end qu'il était tout à fait mécontent de la manière dont ça se passait. Olivier Véran vient de s'exprimer pour expliquer que ça allait beaucoup plus vite. Est-ce que vous dites qu'il était temps que ça s'accélère en France ? Oui, parce qu'après l'épisode des masques, puis des tests, maintenant c'était les vaccins, donc il fallait absolument arrêter cela. Il est urgent qu'on mette en place un dispositif qui permette de vacciner très rapidement les personnes vulnérables, les personnels soignants et le plus largement la population, qu'on sorte au plus vite, parce qu'on s'évite le risque de quoi, Yves de la Verrier santé. Parce que là, tout ce que vous dites, on l'a entendu là, c'est depuis 10 jours, mais on voit bien que le résultat n'est pas là. Est-ce que parce qu'on a une administration sanitaire qui bloque, on a une bureaucratie tellement énorme, Non, que je vais dire, c'est des freins énormes. Mais Non. Comment vous expliquez qu'on est moins de 1000 personnes vaccinées? On a la fâcheuse tendance de tout faire reporter sur l'administration. L'administration oui. française, elle est efficace. Les fonctionnaires, les agents publics, ceux de la santé sont efficaces. On les a vus quand ils sont montés au créneau là, c'est ce que sur vous dites, là, la crise sanitaire. sur les masques, sur les vaccins. Non, je pense qu'on prend trop en compte des interrogations supposées à travers les réseaux sociaux, etc. Le vaccin, on est le pays de Pasteur, on est le pays où on a créé le système de la vaccination. On est venu à bout de la polio, on est venu à bout du tétanos, on est venu à bout de bien des maladies par le vaccin. Là, on a une possibilité de venir à bout de ce Covid-19. Eh bien, il faut faire ce qu'il faut pour en venir à bout. Il faut qu'on sorte du risque de tomber malade du Covid et il faut qu'on sorte de cette situation qui crée une crise majeure sur le plan social que les salariés subissent d'ores et déjà durement. Il faut qu'on en sorte au plus vite. Yves Verrier, est-ce que vous direz, si j'ai bien entendu à l'instant ce que vous nous disiez, c'est que les politiques, que ce soit Olivier Véran, le ministre de la Santé, le gouvernement, a trop pris en compte le côté complotiste anti-vaccin. Du coup, il y a trop de prudence et qu'on ne va pas assez vite. C'est ça que vous nous dites, grosso modo. Il n'y a pas trop de prudence. Moi, j'ai confiance dans le fait que la haute autorité de la santé a homologué le vaccin, comme elle l'a fait dans le passé pour d'autres types de traitements, de vaccins ou de médicaments. Mais là, on tient trop compte de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais on a un système médical, scientifique, performant en France. Il faut lui faire confiance et moi, je lui fais confiance. Oui, mais est-ce que là, vous dites, la politique qui a été menée jusqu'à présent par le gouvernement a trop tenu compte des réticences des Français, des sondages qui montrent qu'il y a 56% des Français qui sont contre les vaccins, etc. Vous leur dites, allons-y. Je ne sais pas de quoi elle tient ou non compte. Il y a eu des messages contradictoires tout au long de cette crise. Il faut de la décision plus ferme. La responsabilité des pouvoirs publics, c'est d'édicter les prescriptions en matière de santé publique et de les mettre en œuvre. Voilà. Oui. Pour accélérer, il faut quoi? Des centres de vaccination, il faut... moi, je ne suis pas le spécialiste, là, pour le coup. Mais je ne sais pas, à Force donner Ouvrière, vous en avez. Non, je ne suis pas spécialiste de la vaccination. Moi, j'écoute ce que nous disent les spécialistes et je pense qu'à partir du moment où on nous dit qu'il faut faire comme cela, eh bien, on le fait. Voilà. Ouais. D'accord. Il faut le rendre obligatoire, vous pensez ? Écoutez, moi, je pense qu'il faut faire en sorte que tout le monde se fasse vacciner. Voilà, au maximum pour qu'on se protège. Point. Ouais, voilà, donc on sent quand même qu'il faut être beaucoup plus volontariste. Lorsqu'on regarde un peu la crise sociale, si la crise sociale, on attend beaucoup, c'est ce qu'on dit, mais il faut faire là aussi très attention. Hein. Mais ici, défilent sur ce plateau des gens, des ministres qui nous disent, c'est sûr que les 3 premiers mois de 2021 vont être assez violents. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que vous avez peut-être des données qui nous permettent de confirmer ce sentiment ? C'est déjà le cas. La ministre du Travail, juste avant les fêtes de fin d'année, nous disait qu'elle recensait près de 80 000 suppressions d'emplois annoncées à travers 700 ou un peu plus PSE identifiés. Et ça ne tient pas compte des plus petites entreprises et des licenciements individuels. Ça ne tient pas compte non plus de ce qui va
arriver sans doute, malheureusement, si on n'y prend pas garde. Et je le redis, si l'on ne met pas des contreparties beaucoup plus fermes, de la surveillance beaucoup plus rigoureuse sur les suppressions d'emplois, les licenciements, alors qu'il y a une aide publique massive aux entreprises. Donc moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes sur les secteurs qui ont été arrêtés également depuis longtemps. Il y a les secteurs de l'industrie, des services, l'aérien, l'aéronautique, il y a les cafés, restaurants dont on ne voit pas immédiatement la reprise, le secteur de la culture, les saisonniers qui ont subi dans les différents secteurs d'activité autour des stations de sport d'hiver l'arrêt de l'activité. Comment ceux-là vont se relever? Il faut y prêter beaucoup attention et il faut que le gouvernement soit beaucoup plus strict sur l'interdiction des licenciements, des suppressions contraintes d'emploi à chaque fois qu'il y a. Est-ce que vous dites qu'il y a beaucoup est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'effets d'aubaine? Il y a à l'évidence des effets d'aubaine, des effets d'accélération. On prend le prétexte de la situation sanitaire pour mettre en place ou en œuvre des restructurations qui étaient plus ou moins engagées ou dans les hypothèses, et on le voit bien s'accélérer. Vous parliez des casinos, nous ne pensons pas justifier, légitime les suppressions d'emplois annoncées dans le secteur des casinos. Groupe Barrière ou Force Ouvrière, votre syndicat indique qu'il reste 70 licenciements. Oui. Eh bien, ça n'est pas légitime parce que c'est une activité qui est aidée. D'ailleurs, le groupe Barrière reconnaît, puisqu'il dit malgré les aides publiques, donc il y a aide publique, c'est typiquement une activité qui repartira aussitôt que l'on sera sorti de cette crise sanitaire. Et le plus vite sera évidemment le mieux. Comme nous l'espérons, il faudra booster, et c'est pour ça qu'il y a aussi une attention importante à porter sur le pouvoir d'achat des salariés. Si l'on veut que l'activité reprenne, il faut que l'on préserve le pouvoir d'achat des salariés, et je ne suis pas content du fait que, à nouveau, le SMIC ne soit pas augmenté plus que la valeur réglementaire, les 15 0,99%. Voilà, c'est même moins bien que les soldes, pour le coup. Je pense aussi aux fonctionnaires dont le point d'indice est à nouveau gelé. Il faut qu'on booste le pouvoir d'achat pour que le moment venu, la reprise reparte sur de la consommation intérieure. Peut-être deux questions par rapport à ça quand même. Si leur voyez le taux d'épargne, il n'a jamais été aussi élevé, que ce soit du livret A ou l'épargne collectée par les Français pendant le confinement. Les confinements est quand même énorme. Donc il y a du pouvoir d'achat latent. Et puis sur l'augmentation du SMIC, certains, et notamment le président de la République, sont convaincus que c'est un frein à l'embauche ensuite. Donc, vous savez bien que, l'épargne, c'est la moyenne. Tout le monde n'a pas épargné, loin s'en faut. Tous ceux le livret A aussi bat tous les records. L'activité partielle, c'est moins 20% de rémunération en moyenne, parce que c'est 16% en moins sur le salaire net, mais il y a la part de rémunération qui n'est pas prise en compte. Donc c'est plutôt de l'ordre de 20% de perte de salaire. N'oubliez pas que le salaire médian en France, dans ce pays, c'est 1 700 € net par mois, 1 780 € net par mois. C'est-à-dire que moitié de la population est en dessous. Celle-ci, elle n'épargne pas. Et quand elle peut, à tant soit peu épargner, c'est en prévision de jours plus difficiles parce qu'il y a la peur de perdre son emploi. Et bien évidemment, dans ces circonstances, on a plutôt tendance à épargner pour pallier aux difficultés à venir. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut absolument, être beaucoup plus vigilant en termes de contrepartie aux aides publiques, préserver le pouvoir d'achat. Le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, c'est faux. Yves Verrier, est-ce que vous redoutez, après on prendra quelques cas particuliers, mais est-ce que vous redoutez, un peu comme Philippe Martinez de la CGT hier dans une interview au Journal du Dimanche, est-ce que vous redoutez qu'il y ait de nouveau une crise sociale, un peu comme les gilets jaunes, celle qu'on a connue il y a quelques mois, avant la pandémie du reste? D'abord, la crise sociale, elle est là. Il y a de multiples points de conflit dans le contexte, justement, des suppressions d'emplois qui sont annoncées. Je viens d'apprendre, là, tout à l'heure, Flybus, c'est une entreprise qui fait du transport de passagers de l'aérien, où on annonce des suppressions d'emplois. C'est un secteur où il y a de l'activité partielle et où il faut maintenir l'emploi, justement, en attendant. Alors, c'est vrai que c'est difficile dans le secteur aérien, on le sait. 1700 suppressions d'emplois chez HOP, la filiale régionale d'Air France. Oui, et il faut faire en sorte de préserver l'emploi pour que le moment venu, on ait préservé à la fois les emplois, les compétences et que l'activité reparte. Donc la crise sociale, elle est déjà là. Moi, ce qui m'inquiète... Mais est-ce qu'il y a une gronde ?
Mais je vais vous dire, moi, ce que j'entends revenir, c'est la petite musique du « il va bien falloir payer le coût de la crise ». Et malheureusement, cette petite musique, elle fait retomber systématiquement le coût de la crise sur les salariés d'aujourd'hui ou de demain, sur les services publics, sur la protection sociale, au nom de la sempiternelle réduction de la dépense publique. Eh bien, là, on n'est moi, pas tellement dans la réduction de la dépense publique. Hein. Non, mais moi, je le dis... 120%. Oui, non, mais je parle des services publics. Du PIB. Parce que pendant le même temps, les réformes continuent. On supprime, par exemple, vous aviez la directrice des douanes tout à l'heure, dans le service des finances, on continue de supprimer les trésoreries locales. Donc il y a plein d'entités de services publics de proximité qui sont supprimées. Pour le moment, on a annoncé l'arrêt des suppressions d'emplois dans les secteurs hospitaliers, mais on sait qu'il y a toujours des dispositions en matière de suppression d'emplois. On va rappeler que dans l'éducation nationale, il y a un mouvement de grève le mois de janvier, bientôt, le 24 janvier ou le 26 janvier, qui porte sur la nécessité de recruter les effectifs nécessaires. Donc moi, je le dis... On ne va pas regarder, rester spectateur, laisser les uns ou les autres se débattre dans leur coin, dans leur entreprise, face au plan de suppression d'emplois, face au licenciement. À un moment donné, si on veut être entendu, il faudra qu'on se serre les coudes et une mobilisation au niveau interprofessionnel sera sans doute nécessaire. En tout cas, moi j'ai le mandat pour y travailler et on ne laissera pas les salariés, chacun dans leur coin. Vous avez le mandat pour négocier, notamment avec Philippe Martinez et d'autres, Laurent Berger ou d'autres, François Omril, pour une journée, une mobilisation ? À ce stade, je sais que les 5 confédérations, nous nous sommes adressés au mois d'octobre au Premier ministre. Nous l'avons fait en mettant en copie le président de la République. Nous lui demandions des réponses précises sur l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, sur le non-retour de la réforme de retraite. Or, le gouvernement veut maintenir pour l'essentiel sa réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement, ou certaines voix au sein du gouvernement, ont reparlé du retour de la réforme des retraites. Nous attendions des réponses sur la revalorisation des métiers dits de la deuxième ligne. Le président de la République, dans ses vœux de fin d'année, a évoqué les métiers de la deuxième ligne. Mais pour le moment, beaucoup d'entre eux n'ont même pas perçu la prime Covid. D'ailleurs, l'un d'entre eux lui a rappelé. Nous attendions des réponses aussi sur le droit syndical, l'exercice des libertés syndicales. Pour le moment, c'est plutôt le contraire qu'on a. Il y a des mobilisations qui ont lieu, qui contestent certaines des dispositions dans la loi de sécurité globale. J'ai dû aller au Conseil d'État contester les décrets sécurité intérieure. Donc je pense qu'il serait nécessaire que nos 5 confédérations fassent le point sur cette situation par rapport à la lettre que nous avions envoyée au Premier ministre pour que l'on voit quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour se faire entendre. Il n'est pas question que la crise porte sur les salariés d'aujourd'hui ou de demain, pas plus sur les générations actuelles que sur les générations futures. Oui, en même temps, on aura une dette absolument colossale à rembourser. Donc il faut bien, c'est sûr que la réforme de la retraite sans reprendre tout le côté universel, la retraite à points, c'est ce qui permet de faire des économies extrêmement rapidement. Quelles économies on fera On fera travailler plus longtemps. Où est-ce que vous ferez les économies, Yves Verrier ? Ceux qui ont encore la chance d'avoir un emploi à 62 ans, on les fera travailler plus longtemps. Et pendant ce temps-là, ceux qui cherchent un emploi n'en auront pas. Donc on fera comment pas forcément les vases communicants. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a une retraite à 60 ans et qu'on a un jeune sur 5 qui est au chômage. Hein. Donc, oui, mais c'est pas en prolongeant ceux qui travaillent à d'abord l'âge moyen de liquidation de la retraite, c'est pas 60 ans, c'est déjà 63 ans et demi. Donc ça augmente et ça va continuer parce que il y a les réformes passées qui continuent de produire leurs effets sur l'allongement de la durée de cotisation. Juste une question justement pour les jeunes. Là, au moins, est-ce que vous trouvez qu'Elisabeth Borne, elle a bien agi en prolongeant justement les dispositifs d'embauche pour les jeunes ? Moi, je pense effectivement que les dispositions d'urgence qui ont été mises en œuvre par le gouvernement, elles étaient nécessaires. On les a soutenues, que ce soit l'activité partielle de longue durée, les appuis à l'aide à l'emploi des jeunes, que ce soit en formation ou la prime à l'embauche. Mais il faut que le gouvernement soit beaucoup plus rigoureux sur les contreparties exigées aux entreprises en face de ces aides publiques qui sont massives. Avec des contrôles plus exigeants. Merci beaucoup Yves Verrier d'avoir été avec nous, secrétaire général de France Ouvrière. Donc on a compris, vous avez le mandat pour négocier, pour éventuellement avoir une journée, enfin pas une journée, en tout cas un mouvement avec toutes les autres confédérations. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Avec lui, on parlera forcément du Brexit. On parlera aussi de Stellantis, FCA, PSA. Est-ce que c'est la Commission européenne a enfin compris qu'il fallait des grands champions européens? À tout de suite.